On passe au mur. Qu'est-ce qu'on disait, nous, sur les murs, dans les rapports? On disait que... oui, on disait qu'il fallait tendre vers 30 mètres carrés. Ah oui, pardon, non, je croyais que tu parlais des murs. Là, on parlait... Non, parce que dans le prolongement, je vous disais tout à l'heure, l'architecture de l'EHPAD, c'est souvent ce qui vient au premier à l'esprit quand on parle de l'EHPAD de demain. Mais l'importance de partir, comme on vient de le faire, de cette question du libre choix, de l'autonomie, de savoir quand est-ce que j'ai envie de manger, où est-ce que j'ai envie de manger, avec qui j'ai envie de manger, qui participe justement de l'évolution du profil des résidents des EHPAD dès à présent. La question de la place du soin, la question de me sentir chez soi. On parle beaucoup du virage domiciliaire. Et là aussi, le postulat ou l'objectif qu'on a voulu afficher, c'est que le virage domiciliaire doit aussi concerner l'EHPAD. Et ça se traduit, je réponds enfin à ta question, par la question de savoir comment s'organise la chambre, comment s'organise le chez-soi, quels sont les attributs du chez-soi en termes d'aménagement, en termes d'architecture, en termes de décoration. On a pris cet exemple, bien sûr, de la superficie de la chambre pour permettre justement de séparer les espaces. On a pris cet exemple très parlant, mais qui est venu beaucoup dans les échanges, je suis sûr qu'on va l'évoquer maintenant, qui est la question de la place du lit. Le lit doit-il être au centre de la chambre de l'EHPAD, comme il l'est souvent pour des bonnes ou mauvaises raisons organisationnelles, de pouvoir rentrer, sortir du lit, faire le ménage, prodiguer les soins, etc. Mais est-ce que ça correspond à l'aspiration domiciliaire? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va évoquer maintenant avec ceux qui réfléchissent justement sur ces éléments-là, et en ayant aussi présent à l'esprit, quand on parle de l'architecture, le troisième sujet qu'on évoquera plus avant, qui est cette question de l'EHPAD plateforme, parce que l'organisation même de l'EHPAD, sa restructuration ou sa évolution, eh bien, c'est la question de l'ouverture de l'EHPAD sur son environnement, là où, depuis 20 ans, dans le contexte d'amélioration très forte de l'offre dans les établissements, il y a eu aussi, parfois, au nom de la préoccupation sécuritaire, allez, je lâche le mot, une forme de bunkerisation de l'EHPAD, la difficulté à organiser le dedans-dehors, et au moment où il y a cette aspiration justement d'un EHPAD plateforme qui bénéficie à la communauté, au sens à l'environnement immédiat, alors l'architecture doit aussi accompagner ça. Comment est-ce qu'on installe des services qui bénéficient à toute la population, de la téléconsultation, des brasseries à certains endroits, voire d'autres acteurs du lien social, de l'animation ou de la restauration. Alors, dans cette brochure, il y avait une formule qu'on appliquait à quelqu'un. Quand c'est une bonne formule, on devient kleptomane. C'était passer du bienvenue chez nous au bienvenue chez vous. On avait trouvé la formule maligne parce qu'elle signifiait bien ce qu'elle voulait dire. Et celui qui a trouvé cette formule, c'est quelqu'un qui réfléchit depuis longtemps, et vous le connaissez bien, aux questions d'architecture. C'est Didier Sapie, directeur de la FNACPA, que nous accueillons. Alors tu vas direct, tu nous dis ce que tu penses de ce sujet-là. Moi, je pense que je suis déjà venu l'année dernière et que je l'ai déjà dit. Donc le problème, c'est que tu me refais venir chaque année pour dire la même chose. Alors après, ils vont se lasser. Donc je ne vais pas être très long là-dessus parce que tout ce qu'on a dit l'année dernière, alors ça commence aujourd'hui, donc ça veut dire que ça ne commençait pas l'année dernière. L'année dernière, j'avais dit il faut renverser la table, il faut tout changer. Donc maintenant, il va quand même falloir le faire à un moment donné. Mais on a bien vu dans les interventions précédentes, ce qui est important et les mots qui sont utilisés sont très importants. C'est l'envie, c'est l'attractivité. On a entendu parler ce matin, je vais parler de ressources humaines au lieu de parler de murs, tiens. On a parlé ce matin de l'attractivité des métiers. Et on nous explique qu'il faut redonner l'attractivité des métiers, etc., etc. Le Ségur, c'est pas sûr, enfin, c'est pas complètement payé. Voilà, c'est l'attractivité des métiers, c'est un élément fondamental. L'architecture, elle joue un rôle fondamental dans l'attractivité des métiers. La rémunération, ça vient en 4e ou 5e dans les motivations des professionnels. Après, il ne faut pas s'étonner que le Ségur, ça ne suffise pas. Dans les motivations des professionnels, ce qui vient en premier, c'est la mission, le sens, c'est la confiance, c'est la fierté. Je crois qu'il y a un hashtag, Séverine est active sur ce hashtag sur Twitter, fier de mon EHPAD. Voilà,
Ça commence aujourd'hui, l'EHPAD de demain, en matière d'architecture, c'est aussi un outil, un levier managérial et un levier d'attractivité. L'année dernière, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà parlé de l'EHPAD du futur, et puis ça fait 5 ans que je viens et que je dis il faut qu'on redonne envie aux professionnels de venir travailler dans nos établissements, et il faut qu'on redonne envie à nos futurs clients. Francis Carrier l'a expliqué. La question, c'est qu'on est tous différents et que demain, les clients, ils seront tous différents. Donc la question, c'est pas de savoir c'est quoi le senior de demain. Parce que dans un établissement de 80 places, il y aura 80 seniors complètement différents. Et donc la question, c'est de savoir comment on s'adapte à chacun de ces individus qui sont tous différents. Et comment l'architecture va nous permettre ça. Comment l'organisation va nous permettre ça. Cet éternel dilemme entre lieu de vie et lieu de soins, aujourd'hui, on est plutôt entre lieu de survie et lieu de soins, et c'est justement de ça qu'il faut sortir. Ça n'est plus un dilemme entre les deux. On est les deux, on sera toujours les deux. Mais c'est comment le soin s'efface à un moment donné, et l'architecture permet ça, et d'être un outil indispensable pour permettre ça. Bon, moi, à une époque, j'avais proposé qu'on enlève les blouses des infirmières. Bon, on m'avait dit non, il ne faut pas faire ça. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus d'infirmières. Donc, la question, on ne se pose plus. Donc il faut travailler sur les murs. Et la question fondamentale, ça reste toujours, et je reviens depuis 5 ans, et je reviendrai l'année prochaine, hein, enfin si tu m'invites, hein, on verra. Ouais, bon. Je reviendrai l'année prochaine pour dire que la question, ça reste de toute façon cette question de faire envie et de redonner de l'attractivité à nos établissements. Et quand vous demandez à un architecte, je vais pas parler, ils vont parler beaucoup mieux que moi après, quand vous demandez à un architecte, construisez-moi, alors je vais revenir au nom, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est un peu plus compliqué de le rendre imaginatif et de lui demander une approche domiciliaire. Alors oui, il y a quelques années, on a eu un petit dilemme avec Luc qui me disait « c'est trop tard pour changer le nom des EHPAD ». Moi, je lui disais « non, c'est pas trop tard, on peut changer ». C'était il y a 8 ans à peu près. Et maintenant, je dis « oui, Luc avait raison, comme d'habitude ». Et effectivement, c'est trop tard pour changer l'acronyme des EHPAD. Mais demain, demander à un architecte de me construire un ensemble d'habitations pour l'autonomie et la dignité, ça reste toujours un EHPAD, mais ça a quand même une autre gueule. Et j'espère bien que les architectes seront plus inspirés par ça. Voilà. Je le note, hein, ensemble d'habitations pour l'autonomie et la dignité. Ah ouais, ça bon. peut marcher. Très fort. Ça peut marcher. Eh bien, écoute, puisque tu es très fort, on te réinvitera l'an prochain. Et tu pourras participer à la consultation citoyenne que la ministre a envie de lancer sur le nom de l'EHPAD. Voilà, mais c'est une très bonne suggestion. On va demander à Fanny Cérez et Kevin Charras de nous rejoindre. Là aussi, vous les avez sûrement lus, croisés ces derniers temps, parce qu'ils sont partout. Donc, comme ils sont partout, ils sont forcément chez nous. Fanny Cérez, architecte à Montpellier, et Kevin Charras qui fait plein de choses, mais il l'expliquera tout aussi bien, il n'est pas architecte lui-même. Il gère notamment un Living Lab, et puis à Rennes notamment. Vous êtes un peu en binôme, ceux qui, depuis quelques mois, ont réfléchi à repenser les lieux d'accueil, leur configuration. Vous avez beaucoup participé à la fois aux travaux de matière grise, mais maintenant dans le laboratoire de la CNSA dont on reparlera tout à l'heure avec Stéphane Corbin. Vous avez 8 minutes toutes taxes comprises, puisqu'on est déjà très en retard. On a voulu faire plein de sujets. Donc voilà. Et vous avez un slide que vous manipulez avec ce petit boîtier. C'est à vous. Très bien, donc merci beaucoup, merci à tous. Donc en effet, la question de se sentir chez soi passe par beaucoup de choses et on voulait prendre un tout petit sujet parce qu'on a un tout petit temps, sachant que c'est une espèce de synthèse. La question domiciliaire est quelque chose qui nous préoccupe depuis 15 ans maintenant. Et le premier constat qu'on fait, c'est que finalement, on a jusque-là un modèle de l'EHPAD qui est très très centré sur lui-même, comme on le disait, une espèce de mini-ville qui satisfait l'ensemble des besoins des personnes et qu'on tente d'ailleurs de transformer un peu en village, mais la réalité c'est que cet ensemble est assez clos et qu'un bâtiment, même quand il essaye très très fort d'être une ville ou un village, n'est jamais une ville et un village. Et donc vous avez vu sans doute ce genre de bâtiments qui se disent quand même, c'est tous ces lieux qui ressemblent à des hôpitaux, c'est pas super chouette, on n'a pas très très envie d'y aller, donc si on essayait de faire ça un peu mieux, un peu plus joli, un peu comme un village, c'est très vrai, sauf que quand vous êtes là, la luminosité ne varie jamais, le soleil ne se couche jamais, il ne pleut jamais, c'est un petit peu le Truman Show. Et en tout cas, nous, ça nous interroge sur est-ce que le virage domiciliaire ou la transformation domiciliaire des structures, c'est ça, du décor Disneyland comme la vraie vie, ou est-ce qu'on va être capable d'aller imaginer et de comprendre ce qui fait la vraie vie ?
la vie ordinaire finalement, et comment est-ce que dans les établissements, on va pouvoir sortir de ce comme la vraie vie pour que ça soit se sentir vraiment chez soi, pas le comme chez soi, pas presque chez soi, chez soi. Et ça nous demande de comprendre par quoi ça passe. Alors j'aime bien les BD parce que souvent il y a toute une série de choses qui sont symboliques et qui nous permettent d'explorer finalement les choses qui sont très importantes pour les gens. Et la quasi-totalité de ce que vous voyez là est très très difficile à avoir en établissement, alors même que c'est ce à quoi aspirent les personnes. Donc après il y a une question qui est purement spatiale. Donc on dit jusque-là, on aimerait que les gens ils habitent là. Oui, très bien, sauf que pour l'instant c'est des chambres. Et donc, une chambre, c'est un endroit où on peut être hébergé, mais ça ne peut jamais devenir un logement. Donc, à quelles conditions une chambre devient un logement? Qu'est-ce qui lui manque? La cuisine. Et alors ça, je voulais en parler ici parce que c'est le sujet qui fait vraiment débat très très fort. Donc, je vais axer mon propos sur ça, mais il y a aussi une deuxième petite chose qui distingue un studio de la chambre d'EHPAD, c'est la taille du lit. Mais ça pourrait être un second sujet une autre fois peut-être. Donc, la cuisine. Alors, on se dit quand même, chez moi, je n'ai pas ma cuisine sur le palier et je ne partage pas avec mes voisins que je ne connais pas chez moi, ma cuisine est chez moi. Donc, c'est super. Et puis, la cuisine, ça sert à plein de choses et ça sert surtout à quoi? À pouvoir choisir toute une série de choses, parmi lesquelles avoir un vrai rôle social, pouvoir continuer à inviter les gens, avoir sa vaisselle, toute une série de choses, même quand bien même on serait alité. Ça, c'est un point qui est très important parce qu'on se dit, est-ce que vraiment c'est utile? Et quand les cuisines existent, tous les EHPAD qui ont la chance, et je redis, qui ont la chance d'avoir été un foyer logement, ont vu leur kitchenette disparaître, ce qui est un petit peu étonnant. Pourquoi? Parce que la plaque, c'est dangereux. Donc, on peut aussi imaginer des tas de formes de cuisine qui n'auraient pas une plaque, mais qui auraient toutes les autres fonctions. Une autre réalité, c'est d'imaginer aussi qu'avoir un logement chez soi et que peut-être que le périmètre du chez soi, ça n'est pas que l'espace privatif, c'est comme dans le monde ordinaire, dans une colocation, et que ça puisse être la cuisine collective. Et donc il y a pas mal d'établissements qui ont commencé à travers les unités de vie à avoir des cuisines ouvertes. Et là on se dit très bien, et je pense qu'en effet ça peut satisfaire ce sentiment de chez soi, si tant est que cette cuisine ouverte ne devienne pas un espace professionnel. Donc là vous voyez typiquement une unité où la cuisine a été fermée par le chariot de ménage, les professionnels se sont bien mis derrière, il y a même une chaise qui ferme. Donc en fait on voit bien qu'il y a un enjeu qui est très très grand dès lors qu'on va partager ces choses, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer que les personnes pourront encore l'utiliser comme un espace de voisinage et non pas comme un espace professionnel. Et tout ça, ça pose une autre question, enfin deux autres questions. La première qui est celle du regard qu'on porte sur les individus. Et quand on nous dit, de toute façon, ils sont tous grabataires, à quoi ça sert une cuisine, 20 mètres carrés, ça suffira bien. Et ça, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est même les familles eux-mêmes. Alors je pense que la question, moi je me dis toujours, c'est est-ce que vous déménageriez pour juste une chambre? Et si la réponse est non, quelle est la différence entre vous et eux? Et est-ce que vous pensez qu'avec l'avancée en âge, votre position sur le sujet va changer? Et ensuite, ça pose une question qui est celle du risque et de son acceptation. Avec un autre point, la première, c'est est-ce que le risque est réel ou est-ce qu'il est fantasmé? Combien de personnes sont vraiment mortes et bouillantées par leur cafetière? Et ensuite, comment est-ce qu'on va être capable de partager les responsabilités avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'institution, les professionnels, etc., pour que finalement les personnes puissent trouver ce à quoi elles aspirent. Et ce qui est très clair, et on parlait de manque d'attractivité, moi je pense qu'une des premières raisons pour lesquelles l'EHPAD n'est pas attractif, pour l'ensemble des personnes auxquelles il s'adresse, c'est l'impossibilité de satisfaire, au-delà de besoins purement fonctionnels et physiologiques, des choses qui sont plus profondes. Et continuer à pouvoir, même alité, avoir un jus de pomme dans son petit frigo pour que quand sa famille vient, j'ai pas à courir derrière un professionnel, continuer à avoir mes tasses, etc. C'est des choses qui ont l'air très petites, mais qui ont une valeur qui est vraiment très grande. Je laisse faire. Ah oui, oui. Ok, ouais. Bon, merci beaucoup Fanny. Du coup, vraiment dans la continuité de cette logique, c'est vrai qu'on a essayé d'aborder les choses un peu de façon concrète et de façon un peu plus conceptuelle. Et c'est vrai que quand on se pose des questions finalement de la notion de chez soi en EHPAD, ça interroge sur un certain nombre de notions. Et comme on l'a vu dans les différentes diapositives de Fanny, la notion de l'individu, sa place dans la société, sa prise en considération d'une manière globale, celui de l'architecture évidemment, de ses usages, de ses mésusages aussi, et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez important à regarder, celui de l'organisation, des conditions d'accompagnement, des diversités territoriales, culturelles, sociales, individuelles qu'on va accueillir
au sein de ces établissements. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on travaille sur ces questionnements-là, on ne va pas aborder les choses et les différents sujets en silo. On va vraiment les aborder de façon transversale, en tout cas, et de façon aussi participative. Pas que dans une démocratie, mais vraiment, tout simplement, en allant interroger les gens, en leur demandant tout simplement ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité à Rennes, sur lesquels on a mené quelques études sur le sujet. Ce qu'il en sort, c'est qu'il convient tout particulièrement de sortir des sentiers battus. C'est vraiment essayer de think outside the box, c'est sortir du modèle EHPAD pour essayer de susciter des notions, ces notions justement de chez soi qui vont aller au-delà de la considération architecturale. Juridiquement, être chez soi, c'est au minimum finalement être locataire d'un logement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Être locataire d'un logement, c'est dire que on jouit d'un bail, et ce bail nous permet finalement d'être maître chez soi et de faire à peu près ce que l'on veut chez soi, à condition forcément de ne pas dégrader non plus le logement. Ça, c'est une des conditions qui est assez importante. Et c'est une condition qui est relativement citoyenne dans la question d'habiter. Et c'est aussi une différence qui est finalement fondamentale dès lors qu'on touche aux établissements sociaux et médico-sociaux qui, eux, proposent plutôt des contrats de séjour. Et on peut se poser aussi la question, juridiquement, quelle est la différence entre un bail et un contrat de séjour? Un contrat de séjour, il est quand même régi par un règlement intérieur. C'est-à-dire qu'il contraint quand même l'individu dans ses choix, dans ses libertés, dans ses aspirations. Et je pense que c'est quelque chose qui, sans donner une réponse aujourd'hui sur ce qu'il faut faire, mais qu'il faut quand même interroger pour mieux comprendre ce que c'est que l'individu. Être chez soi, d'un point de vue architectural, c'est aussi interroger tout ce qui est de l'aménagement des espaces en lien avec les usagers, redonner la place à laquelle ils aspirent dans la société, la ville, la communauté, le village, le quartier, le voisinage, tout ça. Et en fait, c'est plus aborder l'individu sous l'angle de sa dépendance et des restrictions d'activité qu'elles engendrent, où finalement on va chercher un peu à compenser l'incompensable, mais sous l'angle de ses compétences. Et d'essayer de transformer ces restrictions d'activité en opportunités. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que ça nous dénote quand même la manière dont on va percevoir l'architecture, non pas comme une finalité, mais comme un moyen, comme un support à l'accompagnement, comme un support à l'accompagnement à la vie quotidienne des différents individus. Donc du coup, on sort un peu de cette relation objectale qu'on a avec l'architecture, pour sortir un peu de cette question de comme chez soi, pour aller vers le chez soi. Et en fait, j'emprunterai au philosophe urbaniste Thierry Pacaud, que j'ai découvert avec Fanny, qui préfère plutôt aux notions de management et d'aménagement, la notion de ménagement, parce qu'il la considère comme beaucoup moins autocratique finalement, et je pense que c'est assez intéressant. En fait, ça nous met la question du ménagement de l'espace, ça nous met dans une sorte de conduite de projet. Et cette conduite de projet, elle est un peu adaptative, elle est adaptative à l'environnement dans lequel on se trouve, aux différents rythmes des individus, aux aspirations, aux différences culturelles, à la diversité d'une manière générale. Et en fait, il s'agit de passer d'une architecture et d'une organisation qui est en quelque sorte plateau technique, qui est intéressante en soi, mais qui ne suffit pas, dans laquelle on va vraiment favoriser la planification, dans laquelle on va essayer de réfléchir à la distribution des prestations, à une planification, à une organisation, une architecture qui est plutôt une architecture organique, presque symbiotique, et qui va essayer de s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve, et dans lequel on va essayer de favoriser justement cette diversité, l'individualisation et l'émergence de nouveaux modes d'accompagnement. En fait, là, on touche vraiment à la modularité. Être chez soi, finalement, c'est aussi une question de mobilité, je pense que vous l'abordez bien dans ce rapport, c'est comprendre le fait de chez soi comme le point de départ et de retour de nos trajets quotidiens. C'est donc aborder les questions de mobilité, d'accessibilité des commerces et des services de proximité dans un rayon qui soit atteignable par les différents individus. On parle de marchabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut marcher ou non jusqu'à un commerce? Est-ce qu'on peut atteindre différents types de services autour de soi? Et pas que les services viennent chez soi, mais qu'on y aille nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Du coup, ça nous pose la question de comment est-ce qu'on implante l'EHPAD dans son espace urbain, mais aussi dans son espace paysager. Et je pense que c'est quelque chose qui est relativement important, surtout quand on sait que le jardin, c'est comme le deuxième espace le plus important chez les Français. Et le confinement les différents confinements successifs qu'on a eus nous confortent un peu dans cette lignée-là. Toute l'importance ici du coup d'une chambre avec vue, comme le disait Virginia Woolf, et je pense que c'est intéressant de voir de relire cet écrivain. En résumé, et je vais arrêter mes propos là, en fait je pense que pour vraiment espérer de faire de ces établissements de véritables chez-soi, il faut essayer d'adapter l'organisation pour favoriser une diversité de solutions, et ça je pense que c'est relativement important, et une diversité de solutions selon le contexte dans lequel on va se trouver. Et on va essayer de ne pas se fonder sur des présomptions de compétences que Fabrice Gzil abordait déjà il y a quelques années,
mais plutôt de se fonder sur les compétences. Et c'est ce qu'on observe pas mal dans les études qu'on mène actuellement au Living Lab, c'est toutes ces notions-là qui en ressortent quand on pose la question tant aux résidents qu'aux professionnels et aux familles sur qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme EHPAD demain, enfin en tout cas comme architecture demain. Et je terminerai là-dessus vraiment sur cette sorte de ligne de conduite, et je pense qu'en conclusion, encore d'un point de vue juridique et d'un point de vue citoyen, en fait il s'agirait presque de passer du résident objet de droit à la notion d'habitant sujet de droit. Et là, je pense que ça va changer fondamentalement nos manières d'habiter et reposer du coup un certain nombre de problèmes sur la table. Juste, il y a un certain nombre de ah, il n'y a plus les diapos, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir sur le site que Fanny fait. Bah, vas-y, donne. Oui, enfin, il y a deux choses. Donc, pour ceux qui nous suivent, ils le savent déjà, mais donc on a à cœur de rendre visible et public l'ensemble des publications qu'on fait. Et on a particulièrement un blog qui s'appelle Un monde à part et dans lequel on rend visible l'ensemble de ce qui ressort de nos immersions en établissement. Ça s'appelle Chronique de l'absurdité institutionnelle, puisqu'il y a un grand pas à franchir et on a beaucoup à apprendre du vécu et des paroles des personnes qui vivent et travaillent en établissement. Merci. Merci Fanny, merci Kevin. Vous lisez au-delà du site, hein, vous avez produit ces derniers mois d'autres écrits sur lesquels on peut se référer. Et puis une fois de plus, on les reverra encore beaucoup. Bon, il faudrait qu'entre-temps, ils puissent bosser quand même et monter l'EHPAD de demain. Mais entre deux EHPAD de demain, ils viendront à chaque fois nous parler et alimenter les uns et les autres de leurs réflexions. On les a invités, eux, mais on avait déjà invité Pascal Richter, par exemple, l'an dernier. Donc il y a Didier Salon, je sais, qui est dans la salle ici. Donc il y a des architectes qui vraiment maintenant réfléchissent, pas depuis hier évidemment, mais voilà, vous êtes vous aussi dans une espèce d'accompagnement finalement des professionnels à penser l'EHPAD de demain et pas seulement l'EHPAD des années 2000. Donc tout ça est absolument réjouissant. Mais sauf que nous, on est en France. Et à chaque fois, on nous gave, faut le dire bien, en disant, c'est bien les Français, mais il y a le modèle. Et le modèle, c'est le Danemark. À chaque fois qu'il y a un truc bien, de toute façon, c'est le Danemark ou la Suède. Bon. Alors, on les a invités. Et je demande à Annette Bertelmann de nous rejoindre. Elle est conseillère sociale à l'ambassade de Danemark en France. Et je vous demande de la saluer. Alors nous nous sommes connus avec d'autres ici d'ailleurs dans cette salle parce que Annette à l'ambassade du Danemark a beaucoup communiqué, créé de liens avec une partie d'entre vous, enfin une partie en tout cas du monde des EHPAD. Donc on lui a demandé de venir aussi en quelques minutes nous dire alors est-ce que ce qui se passe au Danemark est un modèle à suivre pour nous ? Une grande question, n'est-ce pas? Mais ça, vous allez y répondre après. Merci beaucoup pour l'invitation et je voulais dire, je vais essayer d'être brève, concise et tout ça, mais c'est pas évident de raconter toute la politique du Danemark, du grand âge en peu de minutes, mais je voulais dire que je vais mettre la présentation que je vous ai préparée sur la page LinkedIn de l'ambassade du Danemark. On a une page dédiée au secteur santé et médico-social. Et si vous avez des questions après, n'hésitez pas aussi à poser les questions sur notre plateforme là. Oui. Alors, pour la première page, un petit peu sur comment est-ce que c'est organisé au Danemark au niveau du médico-social. Il est vrai qu'on a eu, il y a une quinzaine d'années, une très très grande réforme territoriale au Danemark qui a fait et a résulté en ce qu'on a changé un peu le rôle entre le niveau national, les régions et les municipalités. Et en fait, pourquoi on a fait cette réforme territoriale? C'était parce qu'on avait vu que si on voulait garder l'État-providence, que vous avez sûrement entendu parler que c'est ça qui dirige le Danemark, on ne pouvait pas continuer comme on avait fait jusqu'à là. Donc, bien évidemment, au niveau national, c'est encore les politiques nationales qui sont définies. Mais après, on a réduit le nombre de régions et de municipalités. Et aujourd'hui, au Danemark, il n'y a que 5 régions et qui sont responsables principalement des hôpitaux et des médecins généralistes. Et les médecins généralistes sont, comme en France, des libéraux. Après, tout le reste, ça relève en fait de la responsabilité des municipalités. Et il y a au total 98, avec une moyenne de 50 000 d'habitants.
Et c'est là qu'on trouve le médico-social. Et ce qui était nouveau aussi avec les réformes, c'est que maintenant la responsabilité de la prévention et aussi de la réhabilitation, ça relève de... On a transféré des hôpitaux vers les municipalités, en fait. Ensuite, je vais vous parler un peu de comment c'est financé tout ça, notre système de santé. C'est sur la page suivante. Et donc, ce qui est important de savoir sur le financement du système de santé au Danemark, qui est sur la page suivante. C'est moi qui dois le faire, ok. Autant pour moi. On avait bien compris le message, la page suivante, mais c'est pas une commande vocale. C'est autogéré. Parfait. Donc, en fait, au Danemark, c'est au niveau national et aussi les municipalités qu'on prélève les impôts, parce que le système de santé est donc financé par les impôts au Danemark. Et pour les hôpitaux et les médecins généralistes, il n'y a pas d'impôts à prélever, donc ça veut dire que eux, ils sont financés vers... il y a des forfaits ou des enveloppes qui arrivent du niveau national. Et puis, il y a les municipalités, c'est ça qui est important ici, qui cofinancent en fait... l'hôpital, dans le sens où si un patient, pour X raisons, donc, a traité et qui ne doit plus rester à l'hôpital, ça revient aux municipalités de récupérer la personne. Si elle ne peut pas retourner à domicile, de trouver une place temporaire ou autre, ou même fournir du soutien à domicile. Il y a tout un système qui fait que donc, les municipalités cofinancent plus ou moins sur le nombre d'habitants, bien sûr, mais aussi par rapport à ces sorties de l'hôpital. Ensuite, il y a quelques éléments clés au niveau de la prise en charge du grand âge au Danemark. Il y a surtout aussi le fil rouge de la prévention. Au Danemark, on consacre environ 2,5% du PIB aux soins de longue durée. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, qui est à 1,7%. Mais donc, pour ce qui concerne la prévention, le fil rouge... il y a plusieurs choses qui définissent les actions au niveau de la prévention. Il y a premièrement beaucoup de municipalités parce que comme elles sont donc, comme je disais, responsables de la prévention et cofinancent l'hôpital, il y a par exemple beaucoup de centres d'activité pour les seniors mis en place et qui sont gratuites à utiliser pour les citoyens de la ville parce que comme ça, on sait que les personnes peuvent rester... en forme, faire du sport, rencontrer d'autres seniors, etc. Il y a aussi un autre élément qui est important et différent de la France, c'est la loi dite de service social. Ça veut dire qu'il y a en fait un principe de compensation au Danemark. Et si une personne, que ce soit une personne âgée ou handicapée, a une perte d'autonomie qui est permanente et donc évaluée par un ergothérapeute embauché par la municipalité, si la perte d'autonomie est permanente, c'est en fait à la municipalité de mettre à disposition des solutions par rapport à ça. Ça peut être soit des séances de réhabilitation pour récupérer la capacité, ou ça peut être aussi des heures de soutien à domicile qui sont dans ce cas financées par la ville, ou un prêt de matériel, d'aide technique. Et donc, je vais y revenir après, mais ça aussi, c'est très différent de la France parce que du coup, c'est la municipalité qui achète les équipements et qui prête aux citoyens. Alors, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas rester en EHPAD, ou à domicile, pardon, il y a donc bien évidemment les EHPAD, mais il faut être référé et on revient à une ergothérapeute de la ville qui définit selon des critères si la personne peut avoir une place en EHPAD. Il y a au Danemark aussi, et je pense que c'est le seul pays au monde en fait où il y a instauré par la loi ce qu'on appelle le Conseil des seniors. Donc, ça veut dire, ça existe depuis maintenant presque 20 ans. Et en fait, on a voulu s'assurer que les conseils municipaux entendent et écoutent aussi la voix des seniors de la ville. Donc, pour des périodes de 4 ans, il y a donc des sélections, comme pour le conseil municipal, où on élit les représentants du conseil des seniors et qui, donc après, et c'est obligatoire, sont consultés pour toute question de la ville qui concerne les personnes âgées. Après, il ne peut pas émettre un veto et ça dépend beaucoup d'une municipalité à l'autre, mais on voit quand même qu'ils sont très écoutés et ils ont une voix très importante aussi grâce aux médias.
Je voulais vous parler aussi un peu, par rapport à aujourd'hui, bien évidemment, le sujet des CEPAD et l'approche domiciliaire, ce qui caractérise le Danemark dans ce domaine. Il y a surtout au Danemark des établissements, des CEPAD publics. Il y a quelques établissements privés et aussi des établissements à but non lucratif, mais pour la grande majorité, c'est quand même des établissements publics. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, on a décidé de plus construire des maisons de retraite. Mais quand on dit ça, c'est un peu sur l'ancien modèle, ça veut dire des institutions, comme on appelait ça, où c'était un logement avec une seule chambre et où le loyer était prélevé de la retraite de la personne. Ça, c'est fini maintenant. Maintenant, on construit sur un modèle de bailleurs sociaux. Et donc, on a entendu tout à l'heure un peu vers quoi on s'oriente, j'ai cru comprendre en France, mais donc au Danemark, les locataires ou les résidents dans les CEPAD, ils sont en bail. Et donc, ils sont locataires comme n'importe autre personne dans une immeuble social. Voilà. Ils payent donc leur loyer et ensuite, au niveau de... Comme c'est vraiment organisé comme un appartement, là, vous savez, un plan, mais les appartements dans les maisons de retraite sont plutôt entre 40 et 60 mètres carrés. Et avec, effectivement, la chambre, la salle de bain, une petite kitchenette et aussi un salon. Donc, il y a un dessin là que vous pouvez regarder. Dernière chose sur cette page, c'est que je voulais juste dire, parce que c'est quand même aussi une particularité, et je trouve que c'est important par rapport au regard qu'on a envers les résidents en établissement. Au Danemark, ils gardent leur boîte aux lettres quand ils arrivent dans la maison de retraite, et c'est la photo au milieu que vous voyez ici. Donc, ici, c'est quelques photos d'un établissement, une maison de retraite dans le nord du Danemark qui s'appelle la maison de retraite du futur, mais on retrouve les mêmes principes dans bien d'autres établissements au Danemark. Donc on voit que chez eux, ils sont un restaurant qui est ouvert sur la ville parce qu'on veut l'inclusion. Il y a quand même une partie de l'EHPAD qui est réservée pour les résidents. C'était une volonté exprimée par les résidents qui avaient leur petit coin dans le restaurant. Il y a un hall d'entrée avec des cours d'informatique aussi bien pour les résidents que les seniors du quartier parce que le Danemark est un pays très, très digitalisé. Ensuite, la salle de sport, c'est pareil, c'est pour les résidents et les seniors du quartier. Et dans les autres petites différences aussi, parce qu'au Danemark, on voit très souvent dans l'appartement en maison de retraite, en fait, que la personne a son propre lave-linge, parce que c'est encore cette approche-là que la personne est chez elle et peut laver ses affaires sur place. Donc, même si elle ne peut pas elle-même, l'employé ou l'aide-soignant ou autre aide donc à ce que ça soit fait dans l'appartement même. Dernière page, c'était pour vous dire quelques mots quand même sur la place de cette technique et nouvelle technologie au Danemark, parce que ça fait des années maintenant qu'il y a cette conviction que c'est en utilisant cette technique, c'est le triple win, que ce soit pour l'employé dans une maison de retraite, pour bien évidemment les résidents et aussi la municipalité. Et pourquoi? Donc, bien évidemment, pour la personne âgée qui peut rester autonome plus longtemps, pour l'employé, pour travailler dans les meilleures conditions, hein, comme on entend aussi partout en France, et gagner du temps, mais aussi on a vu au Danemark que c'est un vrai facteur d'attractivité au niveau des métiers, parce qu'on arrive, en utilisant plus de techniques et nouvelles technologies, à attirer des nouveaux profils, par exemple plus d'hommes parmi les aides-soignants, et aussi des plus jeunes. Donc au Danemark, maintenant, il y a une formation pour les aides-soignants qui est complètement digitalisée aussi, ou qui s'appelle Digitech, pour aller dans ce sens-là. Les solutions que vous voyez sur la page, c'est quelques exemples de solutions très répandues au Danemark, que ce soit en établissement ou à domicile. Et je voulais vous dire que l'Alliance franco-danoise pour le grand âge et l'autonomie, c'est quelque chose qu'on a créé à l'ambassade pour permettre encore plus d'échanges entre les acteurs dans le domaine en France et au Danemark. Et c'est également sur notre petite page LinkedIn où vous pouvez suivre
les initiatives, les webinaires, les séminaires, etc., qu'on crée pour exactement permettre plus d'échanges. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Annette. Merci. Donc vous direz bonjour aux Danoises et aux Danois pour nous. Oui. À la ministre, au ministre aussi, puisqu'on aura bientôt une interview dans le mensuel des maisons de retraite du ministre, hein, vous nous l'avez promis, qui nous explique encore plus en détail ce que vous venez de nous exposer. Merci, merci à vous. Didier. Non, juste un mot en réaction de tout ce qu'on a entendu pour dire que ça fait envie, déjà, au moins, ça je suis satisfait, merci. Ça fait très envie. Et vous, je suis sûr que vous vous êtes dit, oui, mais c'est pas possible. À un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va nous dire c'est pas possible. L'architecture, ça peut être une porte d'entrée, mais tout seul, ça marche pas. Vous ne transformerez pas en faisant que de l'architecture. C'est une transformation globale. Kevin l'a dit, il y a du juridique, c'est une transformation des pratiques professionnelles, c'est une révolution culturelle, c'est tout ce que vous voulez, qui doit s'opérer pour arriver à ce résultat-là. Et c'est aussi une transformation et une révolution économique, il ne faut pas se mentir. Le modèle économique doit être aussi revisité dans cette logique-là. Je salue la présence de la CNSA, c'est un message. Stéphane Corbin qui est présent. Voilà, c'est un ensemble. Ça ira pas sans le changement du modèle économique, parce que vous vous êtes tous dit, oui, mais les chambres à 40-60 mètres carrés, comment on va faire, nous, quand à un moment donné, le département, il va me dire, non, mais chez nous, c'est 20 mètres carrés, chez nous, c'est 100 000 euros par lit, et puis on discute plus. Il y a un moment où, évidemment, il faudra s'entendre ça. Et ce qui est intéressant quand on a ces travaux, ces échanges européens, ou quand on constate des choses qui ont été faites ailleurs ou ici, parce que ici aussi c'est possible, c'est qu'on ne peut plus accepter, et il ne faut plus accepter maintenant, cette phrase que vous entendez tout le temps du « c'est pas possible ». C'est pas possible, c'est fini, on ne veut plus l'entendre. C'est ça aussi, cette EHPAD de demain qui commence maintenant. C'est pas possible, c'est fini, on ne veut plus l'entendre. Il y a eu plein de travaux depuis l'année dernière, l'excellent rapport de Matière Grise, et les travaux de la CNSA qui vont dans le bon sens, mais il va falloir aller au bout de la logique, et il va falloir transformer complètement le modèle. Enfin, Didier, si j'étais taquin, sans être polémique, il y a quand même un chiffre qu'il faut entendre. 2,2% du PIB danois consacré aux soins de suite et de longue durée, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Et en France, on est légèrement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui, pour parler simple, dépense quasiment 50% de plus que la France pour les soins de suite et de longue durée. Et là, on retombe sur le problème plus macro du financement de la perte d'autonomie et de la dépendance dans ce pays qui demeure l'Arlésienne. On en parlera demain. On est bien d'accord. Merci. Non, Fanny veut dire un mot. Oui, je voulais juste dire deux choses par rapport à comment on va financer ces mètres carrés en plus. Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est qu'à mon avis, on peut reconstruire, ou en tout cas, on peut imaginer à superficie constante des déploiements différents et nuancés des superficies dont on dispose. Aujourd'hui, un établissement, c'est 55 à 65 mètres carrés par résident. On rappelle qu'il n'y en a que 20 à 22 qui sont dédiés à l'habitat, à l'espace privatif. Mais tout ça est fait aussi de choix, de centralisation de fonctions, d'externalisation de ces fonctions et donc de couloirs pour les relier, de tout relier par l'intérieur. On peut faire des choix radicalement différents qui nous permettent de redéployer ça. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est ce qui coûte cher dans une chambre, c'est la salle de bain. Une fois qu'on a construit la salle de bain, la cuisine dans tout appartement, les mètres carrés qu'on fait en plus, c'est des mètres carrés pour lesquels on n'a pas tous les réseaux, etc. Les mètres carrés de chambre, l'espace de chambre en plus, ils ne sont pas aussi chers à construire que les premiers organes. Donc il y a, à mon avis, une vraie matière à innover, si tant est qu'on est capable de jeter notre référentiel de base qui est, enfin voilà, il faut reprendre à zéro. Et qu'est-ce que je peux faire avec mes 60 mètres carrés par résident pour qu'ils aient un vrai appartement? Et je pense qu'on est capable d'imaginer ce genre de choses. Merci, merci d'avoir repris la parole, Fanny, pour une remarque aussi évidente, incisive et pertinente, parce que c'est ça aussi. Hein, c'est pas quand on regarde le modèle danois, c'est pas de 40 à 60 mètres carrés, c'est au fond la taille moyenne par résident d'un EHPAD aujourd'hui, mais c'est l'articulation entre l'espace privé et l'espace collectif. Souvent l'espace collectif d'ailleurs qui n'est pas dédié au résident lui-même, mais à tous ces médecins qui prennent tant de place. Voilà. Ou à une forme de réaménagement, notamment des espaces de restauration, etc. Donc, voilà, on est qu'au début de la réflexion. Merci à Fanny, merci à Kevin, merci à Didier d'y participer activement.